Je m'appelle Arnaud. J'ai 64 ans. J'ai passé 37 ans comme ingénieur en génie civil pour la métropole de Nantes et j'ai pris ma retraite l'été précédent le décès de ma femme, Hélène. Je sais comment les choses se construisent et je sais comment elles s'effondrent. Ce savoir, s'avère-t-il, s'applique à bien plus qu'au pont. Hélène est morte 14 mois avant que tout cela n'arrive. Un cancer du pancréas, foudroyant et brutal, comme il l'est habituellement. Nous avons passé 41 ans ensemble. Notre fils, Julien, s'est réinstallé dans la maison 8 mois après les obsèques, ce que j'ai pris pour un acte de bonté. Il disait s'inquiéter de me voir errer seul dans une maison de 5 pièces. Il a emmené sa petite amie, Léa, avec lui. Je les ai installés dans les 2 chambres au bout du couloir, j'ai fait de la place dans le garage pour sa voiture et je me suis dit que c'était ce que faisait une famille. Le rendez-vous médical du 4 décembre a été court. Ma cardiologue est efficace. Elle a examiné mes analyses de sang, a déclaré que mes chiffres étaient excellents pour mon âge, a ajusté un médicament et m'a libéré 40 minutes avant l'heure prévue. Je me suis garé dans mon allée, rue des Glycines, à 14h20 cet après-midi-là, soit bien plus tôt que ce que j'avais annoncé. Je suis entré par la porte de service qui mène à la buanderie, par vieille habitude. J'emprunte cette entrée depuis 22 ans, depuis que nous l'avions fait élargir quand la mère d'Hélène avait besoin d'un déambulateur. Je délaçais mes chaussures quand j'ai entendu la voix de mon fils portée depuis la cuisine. Il était au téléphone, parlant fort comme il le fait quand il se croit seul. Elle a déjà rédigé les documents, disait-il. Pauline dit qu'avec 2 expertises, c'est simple. Une constatation d'incapacité, puis une mise sous tutelle complète. Une fois que ce sera en place, j'aurai autorité sur tout. La maison, les comptes, sa pension de réversion. Une pause. Puis, le marché nantais est encore solide. Pauline pense qu'on peut en tirer 850 000, peut-être 875 000 euros. On solde son crédit, qui ne représente presque plus rien, et on repart avec près de 800 000 nets. Une autre pause. Sa voix a baissé d'un ton, mais pas assez. Il n'en a aucune idée. Il se couche à 22h tous les soirs après avoir regardé la météo. C'est une cible facile. Je me tenais dans la buanderie, en chaussettes. Le carrelage était froid à travers la laine. Je suis resté immobile pendant un long moment. Je l'ai entendu rire de quelque chose que l'autre personne disait, un rire confortable, serein, le rire d'un homme qui pense que le plus dur est déjà fait. Je suis ressorti par la porte de service, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée et j'ai regardé la maison que ma femme et moi avions achetée en 1999, la maison où mon fils avait appris à faire du vélo dans l'allée. Où Hélène faisait pousser des tomates le long de la clôture sud chaque été jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus la force. 800 000 euros. Il avait fait le calcul. Il avait une avocate nommée Pauline. Je suis ingénieur en structure. Je ne panique pas. Je calcule. Selon le Code civil français, une personne peut être placée sous mesure de protection si des experts déterminent qu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Cela nécessite une expertise formelle, généralement par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Ce n'est pas instantané, mais ce n'est pas lent non plus. S'ils avaient déjà commencé, j'avais peut-être 2 semaines, peut-être 3. Le choix de la période des fêtes n'était pas fortuit. L'activité judiciaire ralentit entre Noël et le jour de l'an. Une demande en décembre créerait le chaos au moment précis où j'étais le plus isolé, le plus susceptible de paraître confus, entouré par la pression familiale qui facilite ces démarches. Il avait planifié cela avec soin. Je devais planifier avec encore plus de précision. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, un hachis parmentier, comme Hélène le faisait le mardi. Mon fils est descendu à 19h, sa compagne à ses côtés, et j'ai observé son visage quand il m'a vu devant la cuisinière, réalisant qu'il ne savait pas depuis combien de temps j'étais rentré. « Tu es revenu tôt », a-t-il dit. Le médecin a été rapide. Bon rendez-vous. Je lui ai tendu le saladier. « Tu peux poser ça sur la table ?» Il l'a fait. Nous avons mangé. Léa a parlé de la fête de Noël de son bureau. J'ai posé des questions, j'ai écouté les réponses et j'ai observé mon fils m'observer. Il y avait quelque chose derrière ses yeux, une petite inquiétude qu'il ne parvenait pas tout à fait à réprimer. Il essayait de deviner ce que je savais. Je ne lui ai rien donné. À 22h15, la porte de leur chambre a cliqué.
J'ai attendu jusqu'à 23h30, jusqu'à ce que la maison ait ce silence particulier qui signifie que tout le monde respire lentement. Puis je me suis levé, je me suis habillé sans bruit et je me suis assis à la table de la cuisine avec un carnet. J'ai noté tout ce que je savais, l'expression « constatation d'incapacité », le nom de Pauline, le chiffre de 850 000, le calendrier suggéré par son assurance. Puis j'ai écrit ce que je devais faire. Le matin est venu, gris et froid, un décembre typique en Loire-Atlantique. J'ai préparé le café avant que quiconque ne soit levé et, à 7 heures du matin, j'étais habillé avec mon dossier de documents sous le bras. J'ai dit à mon fils que je rencontrais un ancien collègue pour le petit déjeuner, ce qui était assez vrai. Thomas, un urbaniste retraité, s'assoit à la brasserie de la place du Commerce tous les jeudis matins. Nous y prenons le café depuis des années. Je n'ai pas dit à mon fils la seconde partie de ma matinée. À 9 heures, je suis entré dans les bureaux d'un cabinet d'avocats près du palais de justice, celui que mon collègue Thomas m'avait recommandé 2 ans plus tôt pour une affaire sans rapport. J'ai demandé à parler à quelqu'un spécialisé dans la protection du patrimoine et le droit des seniors. La réceptionniste m'a présenté une femme nommée Maître Sandra Kowalski. Elle avait la quarantaine, était concise et directe, avec des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. J'ai posé mon dossier sur son bureau et j'ai expliqué ce que j'avais entendu. Je lui ai donné le nom de Pauline. J'ai décrit la conversation exactement comme je l'avais mémorisée. Sandra a écouté sans m'interrompre. Puis elle a pris son stylo. Quand vous parlez de tutelle et d'incapacité, savez-vous s'ils ont déjà déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection? Je l'ignorais. Ils l'ont peut-être fait. Très bien. Elle écrivait déjà. Voici votre situation en termes simples. Tant qu'un tribunal n'a pas rendu d'ordonnance, vos biens vous appartiennent entièrement. Vous pouvez les vendre, les transférer, en faire ce que vous voulez. Une mise sous tutelle ne se fait pas du jour au lendemain. S'ils ont entamé le processus d'expertise, nous avons probablement 4 à 6 semaines minimum avant que quoi que ce soit n'ait de valeur légale. Vous avez du temps, mais pas un temps illimité. Quelle est ma meilleure option? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Protégez l'actif. Si la maison n'est plus à votre nom avant toute décision de justice, il n'y a plus rien qu'une tutelle puisse contrôler. C'est net, légal et définitif. Elle marqua une pause. Y a-t-il un endroit où vous aimeriez emménager? Un projet pour vous-même au-delà de tout cela? Il y en avait un, en fait. Hélène et moi parlions du golfe du Morbihan depuis des années. Une petite maison, plus calme, vue sur mer. Nous n'avions jamais concrétisé cela de son vivant. C'était resté dans un coin de ma tête depuis les obsèques comme une dette que je lui devais. J'ai un endroit en tête, ai-je dit. Sandra m'a recommandé un notaire à Nantes pour la vente de la maison et m'a donné le nom d'un courtier en qui elle avait confiance pour agir vite. Vite et discrètement, a-t-elle précisé quand je lui ai exposé mon calendrier. Pouvez-vous être parti avant Noël? Je dois être parti le matin de Noël, ai-je répondu. Elle m'a dévisagé. C'est dans 3 semaines. Je sais. D'accord. Parlons de ce que cela nécessite réellement. J'ai quitté son bureau à 11 heures avec un plan sur papier et une carte de visite dans ma poche. Mes mains étaient fermes. Un ingénieur ne tremble pas quand les calculs sont justes. Le notaire, un homme nommé Maître Morel, avait un créneau l'après-midi même. Je me suis rendu à son étude, je me suis assis face à lui et je lui ai montré l'acte de propriété. La maison était enregistrée à mon nom seul. Hélène m'avait cédé sa part lors d'un rachat de Soult en 2018. Il a confirmé ce que Sandra m'avait dit. J'avais toute autorité pour vendre. Une clôture la plus rapide possible, a dit Morel. Mais le marché en décembre est plus calme. Les acheteurs existent, mais ils voudront une remise pour la rapidité. J'accepterai 800 000 tourons, ai-je dit. Sans condition suspensive, vente immédiate. Trouvez-moi quelqu'un de motivé. Il a levé les yeux. C'est laisser de l'argent sur la table. J'en suis conscient. La rapidité a plus de valeur pour moi en ce moment que les 50 000 € supplémentaires. Morel a passé un coup de fil pendant que j'attendais. Un investisseur de l'agglomération nantaise, quelqu'un qui achetait et rénovait. Paiement comptant. Aucune condition de prêt. Intéressé par une vente avant Noël. Morel a programmé une visite pour le 7 décembre.
Je suis rentré chez moi. La voiture de mon fils était dans l'allée. Je me suis garé à côté, je suis resté assis un moment, respirant par le nez. Il m'avait traité de cible facile. Je suis entré par la porte de service, j'ai accroché mon manteau et j'ai aidé sa petite amie à porter les courses depuis sa voiture. La visite a eu lieu pendant qu'ils étaient tous les deux au travail. 3 hommes avec des tablettes et des appareils photo, professionnels et efficaces, ont parcouru chaque pièce en 90 minutes. J'ai préparé du thé et je me suis assis dans la cuisine pendant qu'ils travaillaient. Quand ils sont partis, je savais que l'offre allait arriver. Elle est parvenue le lendemain soir, 805 000 € comptant, date de signature fixée au 22 décembre. J'ai appelé Morel depuis ma voiture garée dans une rue latérale à 3 pâtés de maison de là, et j'ai dit oui. Il y avait des choses que je devais faire avant la signature. Premièrement, j'ai ouvert un nouveau compte dans une agence du Crédit Agricole à Angers. Aucun lien avec les comptes de la BNP auxquels mon fils avait accès via ma banque en ligne, car j'avais été assez imprudent pour me connecter sur l'ordinateur familial 2 mois plus tôt. J'ai dit au conseiller que j'avais besoin de ce nouveau compte pour une vente immobilière et j'ai demandé que tous les relevés soient envoyés à une boîte postale que j'ai louée le même après-midi. Deuxièmement, j'ai déplacé les documents de mon coffre-fort personnel, les vrais, mon testament, léguant tout ce qui était possible aux 2 associations qu'Hélène et moi avions choisies ensemble, la Fondation pour la recherche médicale et la SPA, mes polices d'assurance. La carte grise de la voiture, les documents de retraite. Je les ai placés dans un coffre à la banque d'Angers. Dans le coffre à la maison, j'ai placé autre chose. Je l'avais tapé sur ma vieille imprimante, utilisé un modèle de document un peu ancien, et je l'avais signé avec soin avec un stylo qui demandait plus de pression que d'habitude, comme une main âgée qui pourrait trembler légèrement par temps froid, un faux testament, daté d'il y a 3 ans. Léguant la maison et tous les avoirs liquides à mon fils. Je l'ai mis là où il le trouverait s'il cherchait, ce qu'il ferait inévitablement. Troisièmement, j'ai consulté un médecin généraliste recommandé par mon collègue Thomas, quelqu'un qui ne connaissait pas mon fils et n'avait aucun lien avec mon médecin habituel. J'ai expliqué que j'étais engagé dans un litige juridique concernant ma capacité mentale et que j'avais besoin d'une évaluation cognitive formelle. Elle en a programmé une pour le 10 décembre. Je l'ai passée en 90 minutes, fluidité verbale, reconnaissance de motifs, mémoire, fonctions exécutives. Elle m'a dit ensuite, sans hésiter, que mes résultats étaient dans le centile supérieur pour ma tranche d'âge. J'ai demandé une copie écrite du rapport. Elle l'a tenue prête le 12 décembre. Chaque soir, je rentrais, je préparais le dîner ou je commandais quelque chose, je regardais les informations. Mon fils et moi parlions de la météo, du football, de la question de savoir si le dîner de Noël devait être un rôti ou une volaille. Il était prévenant d'une manière qu'il n'avait plus eue depuis l'enfance, débarrassant la table sans qu'on le lui demande, me demandant si j'avais besoin de quelque chose au magasin. L'attention d'un homme qui a décidé que sa patience touchait à sa fin. Une fois, je suis rentré pour le trouver dans le couloir devant ma chambre, il a dit qu'il cherchait la lessive, qui est pourtant gardée au sous-sol. J'ai dit, bien sûr, je lui ai indiqué l'escalier et j'ai observé son visage tandis qu'il descendait. Cette légère rougeur dans son cou qui signifiait qu'il était à la fois embarrassé et agacé. 2 nuits plus tard, je l'ai entendu à travers le mur, non pas les mots, mais le ton, bas et pressant. Puis la voix de Léa, plus haute, une question, puis le silence. Je savais qu'il avait trouvé le faux testament. Je savais ce qu'il pensait avoir vu. J'ai attendu. Le 19 décembre, 3 jours avant la signature finale, je me suis rendu à l'étude de Maître Morel et j'ai signé l'acte de vente authentique. Ma signature, nette et calme, sur les documents officiels. Morel l'a acté. J'ai quitté cette étude avec un processus achevé et irréversible. La maison appartiendrait à quelqu'un d'autre le 22 décembre. Ce soir-là, mon fils nous a versé à tous les deux un vieux cognac après le dîner, ce qu'il n'avait jamais fait. Il s'est assis en face de moi dans le salon et a parlé de l'avenir de manière prudente et indirecte, comment la maison était grande pour une seule personne, qu'il existait de charmantes résidences seniors dans la région, que lui et Léa seraient toujours là pour m'aider à prendre des décisions. J'ai hoché la tête, j'ai dit que c'était bien de penser à ces choses, que je n'étais pas pressé, que je me sentais bien pour l'instant. Il a souri avec tout sauf ses yeux. J'ai bien dormi cette nuit-là. Les calculs étaient justes. Le 22 décembre, j'ai quitté la maison à 8 heures du matin. J'ai dit à mon fils que j'allais faire les courses de Noël, ce qui n'était pas tout à fait faux. Je suis allé chez le notaire,
J'ai finalisé les derniers transferts et j'ai reçu la confirmation que le virement était arrivé sur mon nouveau compte au Crédit Agricole. 805 000 €, réglé, définitif, irréversible. Je me suis rendu dans un petit hôtel en bord de mer près de Pornic, un endroit tranquille que j'avais choisi parce qu'il disposait d'une kitchenette et me permettait de payer à la semaine sans poser de questions. J'ai pris possession de ma chambre et j'ai monté les 2 valises que j'avais préparées au cours des 10 jours précédents, en y ajoutant quelques objets chaque fois que je sortais pour un prétendu rendez-vous, vêtements, médicaments, photographies d'Hélène. Les lettres qu'elle m'avait écrites dans nos jeunes années avant notre mariage, l'essentiel. Ce soir-là, j'ai appelé le cabinet de Sandra et j'ai laissé un message. La vente était conclue. J'étais dehors. J'ai passé les 2 jours suivants à l'hôtel à m'organiser. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un compte rendu détaillé et daté de tout ce que j'avais entendu et observé depuis le 4 décembre, chaque conversation, chaque document, le nom de Pauline, le calendrier dont ils avaient discuté. Sandra avait besoin de munitions. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Le 24 décembre, j'ai pris la route pour le Morbihan. C'était un trajet de 2 heures vers l'ouest, après Vannes. J'étais en contact avec une petite agence immobilière là-bas depuis la première semaine de décembre. Une annonce qu'il m'avait envoyée montrait une maison de 3 pièces sur une route de campagne près de Sarzeau, vue sur le golfe depuis l'arrière, un poêle à bois, 3000 mètres carrés de terrain, affiché à 340 000 €. J'avais fait une offre le 12 décembre et il l'avait acceptée le 14. La signature définitive était prévue pour le 6 janvier, ce qui me laissait quelques semaines à l'hôtel, mais c'était gérable. Je me suis garé sur la route devant la maison de Sarzeau l'après-midi du réveillon de Noël et je suis resté là à la regarder pendant un long moment. Façade blanche, volets bleus, un cèdre près de la clôture qui était plus vieux que tout ce que j'avais planté à Nantes. Hélène aurait dit que les volets avaient besoin d'être repeints. Elle aurait eu raison. Elle aurait choisi la couleur avant même que nous n'entrions à l'intérieur. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai installé une petite guirlande lumineuse sur le cadre de la fenêtre, celle qui fonctionne à pile, ce qu'Hélène appelait toujours son « Noël de secours ». J'ai mangé un sandwich acheté à la station-service et j'ai regardé la mer s'assombrir. Le 25 décembre, l'appel est arrivé à 12h07 précise. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Papa ?» Sa voix avait la chaleur feinte des 3 dernières semaines, mais il y avait quelque chose dessous, une tension. « Où es-tu ? » Tout le monde est arrivé. Ma tante est venue de Rennes. Le chapon va être prêt à 14h. Je suis dans un endroit paisible, ai-je dit. Comment allez-vous tous ? Papa, qu'est-ce que tu veux dire ? Où es-tu ? Tu vas bien ? Il s'est passé quelque chose ? Je vais bien, mieux que je ne suis allé depuis longtemps, en fait. J'ai regardé les lumières sur le cadre de la fenêtre. Regarde dans le tiroir de la cuisine, mon fils. Celui à côté de la cuisinière. Il y a une enveloppe à ton nom. Silence. Quelle enveloppe ? Tu la reconnaîtras quand tu la verras. Ton nom est écrit sur le devant au marqueur noir. Lis ce qu'il y a dedans et rappelle-moi. Papa, tu m'inquiètes. Dis-moi juste, lis la lettre, ai-je dit. Prends ton temps. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table, je me suis versé un café de la petite machine sur le comptoir et je suis resté à la fenêtre à regarder le golfe. Le ciel était couvert et gris-blanc, comme il l'est souvent en Bretagne le jour de Noël. La lumière était plate et égale sur l'eau. 7 minutes passèrent. Son numéro a illuminé mon écran. J'ai laissé sonner 3 fois. Papa. Sa voix était complètement différente. La chaleur avait disparu. La tension aussi. Ce qui restait était quelque chose de dépouillé et de creux. Papa, c'est quoi ça ? C'est exactement ce que c'est, une copie de l'acte de vente du 22 décembre. La maison a été vendue il y a 3 jours. Il s'arrêta, recommença. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas simplement, si, je le peux et je l'ai fait. L'acte était à mon nom seul. Consulte le code civil si tu veux le tableau juridique complet. Jusqu'à ce qu'un tribunal accorde une autorité sur mes biens m'appartiennent et j'en fais ce que je juge bon. J'ai jugé bon de les vendre. Tu as vendu notre maison. Sa voix se brisa sur le dernier mot d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai vendu ma maison, ai-je dit, que j'ai achetée en 1999 avec ta mère,
et dans laquelle tu as été invité à vivre comme un invité il y a 8 mois. Un long silence. Puis la voix de Léa en arrière-plan, haute et pressante, demandant ce qui se passait. Tu as fait ça exprès. Sa voix s'était de nouveau durcie. Tu me punis pour quelque chose. Je me protège de quelque chose. Il y a une différence. De quoi tu parles? Te protéger de quoi? J'ai repris mon téléphone et j'ai regardé l'heure. Le 4 décembre, à 14h20. Tu étais au téléphone dans la cuisine. Pauline avait rédigé les documents, constatation d'incapacité, tutelle complète. 850 000 €, pensais-tu. Repartir les mains propres. Silence complet, le genre de silence qui a une texture. J'enregistre cette conversation, ai-je dit, et j'ai tout documenté avec mon avocate. Si tu souhaites contester la vente, je t'en prie, essaie. J'ai également une évaluation cognitive formelle du 10 décembre, réalisée par un médecin qui n'a aucun lien avec qui que ce soit dans cette situation. Sont-ils supérieurs pour ma tranche d'âge? Tu peux également avoir accès à ce rapport. Sa voix revint, très petite. Papa, il y a autre chose dans le tiroir, sous l'enveloppe. Ce n'est pas le vrai, mais tu l'as trouvé dans le coffre la semaine dernière et j'imagine que tu as déjà fait des plans basés sur ce qu'il disait. Je veux que tu saches que le testament réel a été mis à jour. Tout ce qui n'est pas légalement réservé ira à l'Association France Alzheimer et à la Fondation pour la recherche médicale. C'était la décision d'Hélène autant que la mienne. Nous en avions parlé il y a des années. Rien. J'espère que vous ferez tous un bon dîner, ai-je dit. Embrasse ta tante pour moi. J'ai mis fin à l'appel, j'ai bloqué son numéro et celui de sa compagne, mais pas avant d'avoir pris des captures d'écran du journal d'appel remontant à novembre, des textos, des horodatage. J'ai envoyé un message à Sandra. Il sait. Il a appelé à midi. J'ai enregistré. Nous enverrons le fichier ce soir. Sa réponse fut rapide. Bien. Restez où vous êtes. N'engagez plus le dialogue. Nous sommes prêts pour la suite. La suite mit environ 48 heures à arriver. Le 27 décembre, Sandra m'a appelé. Il a déposé une requête en urgence, prétendant que la vente était le produit d'une altération de vos facultés mentales et qu'elle devait être annulée. Il a engagé un certain maître Philippe Rowe, ce qui est révélateur car Rowe n'est pas donné. Peuvent-ils l'annuler? Non. Pas avec votre documentation. L'expertise à elle seule suffit à faire s'effondrer la demande d'incapacité et la vente a été exécutée correctement dans les moindres détails légaux. Ce que c'est, elle fit une pause. C'est du bruit. Du bruit coûteux. Il espère vous effrayer pour obtenir une transaction. Je ne m'effraie pas facilement. Je sais. C'est pourquoi je ne suis pas inquiète. Mais préparez-vous. Ces choses deviennent plus laides avant de se résoudre. Son avocat soutiendra que vous avez été manipulé, que quelqu'un a profité de vous. Ils chercheront n'importe qui vous ayant aidé. Ils essaieront de peindre tout cela comme suspect. Ils pourraient contacter votre ancien médecin traitant. Mon ancien médecin traitant ne sait rien de l'expertise d'Angers. Parfait. Gardons cela ainsi jusqu'à ce que nous devions la produire, ce qui se fera exactement au bon moment. Je l'ai remercié et je suis retourné à la fenêtre. Le golfe était gris vert sous un pâle ciel d'hiver. Quelque part à Nantes, mon fils était assis avec un avocat pendant le week-end de Noël, essayant de trouver un fil à tirer qui défraie 3 semaines d'ingénierie méticuleuse. J'avais construit des structures pendant 37 ans. Je savais comment boucher les points de faiblesse. Janvier arriva, froid et clair. J'ai signé l'acte définitif pour la maison de Sarzeau le 6 comme prévu, j'ai déménagé mes bagages de l'hôtel et j'ai passé les 2 premières semaines à déballer lentement, organisant les petites pièces pour convenir à la vie d'une seule personne. J'ai posé les photos d'Hélène sur la cheminée au-dessus du poêle à bois. Je n'ai rien accroché de mon fils. La requête d'urgence a été examinée par un juge à Nantes le 14 janvier. J'y ai assisté avec Sandra. Mon fils était assis de l'autre côté de la salle avec son avocat, et c'était la première fois que je le voyais depuis le 4 décembre. Il paraissait plus mince. Léa n'était pas là. Le juge a examiné l'évaluation cognitive, la documentation de la vente, l'historique de l'acte, l'exécution légale de chaque étape. Maître Rowe a soutenu avec passion que la rapidité de la vente était en soi une preuve de trouble mental.
Aucune personne rationnelle ne vend une maison de famille en 3 semaines. Sandra a présenté mon esprit d'ingénieur en guise de preuve. Elle a expliqué calmement et précisément que j'avais vendu sous la pression du temps parce que j'avais découvert le plan de mon fils le 4 décembre et que j'avais une fenêtre limitée avant que des procédures légales ne puissent restreindre mes options. Elle a soumis l'enregistrement de l'appel du jour de Noël. Le juge a écouté la voix de mon fils disant qu'il ne savait pas de quoi je parlais, puis ma voix récitant les détails d'une conversation que j'avais mémorisée exactement. La requête a été rejetée. Le dernier commentaire du juge avant de lever la séance s'adressait à Maître Rowe. Il a déclaré que le dépôt d'une demande d'incapacité d'urgence contre un homme obtenant des scores dans le centile supérieur lors d'une évaluation cognitive formelle, ayant exécuté un transfert de propriété légale par les voies appropriées avec un conseil juridique indépendant, n'était pas un usage responsable des ressources du tribunal. Dans le couloir après l'audience, mon fils a essayé de me parler. J'ai dit que j'étais heureux de communiquer par l'intermédiaire de nos avocats respectifs et je me suis dirigé vers la voiture de Sandra. Février a apporté la demande reconventionnelle que Sandra avait déposée en mon nom. Une compensation pour 8 mois de logement gratuit, à raison de 1 200 € par mois, le bas de la fourchette du marché nantais actuel, soit un total de 9 600 €. Des dommages-intérêts pour la tentative frauduleuse de mise sous tutelle, les frais de ma représentation légale, l'expertise cognitive, l'ouverture du nouveau compte, le séjour à l'hôtel, et une plainte supplémentaire pour diffamation car sa requête avait allégué, par écrit déposé au tribunal, que j'étais mentalement déficient alors que les preuves montraient le contraire. Maître Rowe a envoyé une offre de règlement, 20 000 € pour tout abandonner. J'ai renvoyé une contre-offre via Sandra, le montant total réclamé plus les frais de justice documentés, non négociables. 3 semaines plus tard, Rowe a déposé une motion prétendant que j'avais vendu la maison pour nuire délibérément à mon fils financièrement, ce qui n'est pas un grief juridique reconnu en France, et Sandra l'a fait remarquer au tribunal dans des termes qui, je l'imagine, ont causé au juge un moment de frustration professionnelle. En mars, j'ai reçu un appel de la police nationale. Un brigadier m'a expliqué que mon fils m'avait signalé pour abus de faiblesse, prétendant que j'avais été manipulé par des tiers pour vendre ma maison en dessous de sa valeur marchande. Je me suis rendu au commissariat avec Sandra. J'ai apporté l'expertise cognitive, la chronologie complète documentée, l'acte de vente et la confirmation de Maître Morel attestant que j'avais initié chaque étape de manière indépendante. Le brigadier a tout examiné, a refermé son carnet après 40 minutes et m'a dit que j'étais libre de partir. Il a précisé que le dossier serait classé sans suite car infondé. Je suis rentré à Sarzeau à travers la boue de mars, passant devant les champs qui s'amollissaient sur les bords, la mer visible par éclats à travers la ligne des arbres. L'audience pour la demande de compensation a eu lieu en avril. Une juge différente, une femme nommée Justice Bertrand, qui a lu tout ce que Sandra avait soumis avec la patience particulière de quelqu'un qui a déjà vu ce genre d'affaires. Elle m'a accordé la totalité de la compensation pour les loyers. Elle m'a accordé les frais de justice. Sur la plainte pour diffamation, elle a noté que le fait de déposer un document formel auprès d'un tribunal alléguant l'incapacité d'une personne qui ne présente manifestement aucune incapacité, sans base raisonnable pour une telle affirmation, était condamnable et elle a accordé des dommages-intérêts en conséquence. Jugement total, 52 400 € plus les dépens. Mon fils se tenait dans cette salle d'audience en possession d'une dette qu'il n'avait pas les moyens de payer. Il avait été licencié de son poste dans une entreprise de logistique en janvier, selon l'enquêteur de Sandra, un détail lié au fait que les procédures judiciaires étaient devenues visibles lors des vérifications de sécurité. Sa compagne l'avait quitté en février, ce que j'ai appris par ma tante, qui m'a appelé à Sarzeau un mardi et a parlé pendant 1 heure de combien elle était désolée et de l'espoir que je m'alimentais correctement. Je lui ai dit que je mangeais très bien, ce qui était vrai. J'avais trouvé un marché de producteurs locaux le samedi matin et j'étais devenu un habitué d'un atelier d'ébénisterie qui proposait des cours du soir. Je construisais une petite étagère pour la cuisine. Hélène aurait trouvé cela profondément drôle. Je n'avais jamais rien construit de petit dans ma vie professionnelle. Le dépôt de bilan personnel est arrivé en juin. Mon fils et sa compagne, s'est-il avéré, avaient co-signé des emprunts que ni l'un ni l'autre ne pouvaient couvrir seuls. Le jugement de mon affaire figurait en tête de la liste de leurs créanciers comme un drapeau sur une structure en ruine. Sandra m'a dit que je ne verrais peut-être que quelques centimes pour chaque euro au final via les distributions du mandataire. Je lui ai dit de me tenir informé et je suis retourné à mon cours d'ébénisterie. La lettre est arrivée en juillet, écrite à la main, ce que j'ai apprécié, l'écriture de mon fils,
que je n'avais pas vu depuis qu'il était à l'école. Il disait qu'il était désolé. Il disait qu'il n'avait pas compris ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il soit déjà trop loin. Il disait que sa compagne avait été celle qui avait contacté Pauline, qu'elle l'avait présentée comme une inquiétude pour mon bien-être, qu'il s'était laissé convaincre parce qu'il était endetté et effrayé, et qu'il avait pris la pire décision de sa vie. Il disait qu'il savait que rien de tout cela n'était une excuse. Il disait espérer qu'un jour je serais prêt à lui parler. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai placée dans le dossier que Sandra avait étiqueté à mon nom et j'ai classé le tout à la fin, après l'expertise cognitive, les transcriptions du tribunal, l'acte de vente, les reçus d'hôtel et les documents de clôture de Sarzeau. Je n'ai pas répondu à la lettre. J'ai appelé Sandra et je lui ai dit que mon fils avait pris contact. Elle a mis le dossier à jour. Elle m'a demandé si je voulais poursuivre quoi que ce soit d'autre compte tenu de sa faillite. J'ai dit non. J'ai dit que le système judiciaire avait fait ce que j'avais besoin qu'il fasse et que j'en avais fini de le regarder tout perdre. Je n'étais intéressé que par ce que je construisais. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé par la fenêtre arrière vers le golfe, l'eau plate et argentée sous un ciel de juillet, un héron debout dans les eaux peu profondes à l'extrémité de mon terrain, absolument immobile, attendant avec la patience d'une créature qui sait exactement comment ces choses fonctionnent. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien. En août, j'ai terminé l'étagère de cuisine. Elle était simple, 2 planches et un assemblage à rainures propres, rien de compliqué, mais j'avais coupé chaque pièce moi-même et elle était de niveau et elle était solide et elle était à moi. J'ai posé dessus le petit pichet bleu d'Hélène, celui qu'elle avait acheté dans une brocante à Guérande l'année où nous nous étions fiancés, et je me suis reculé pour le regarder pendant un long moment. Mon fils a envoyé un SMS en septembre d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait qu'il travaillait dans un magasin de bricolage à Nantes, qu'il avait un petit appartement, qu'il pensait à moi chaque jour. Il disait qu'il comprenait si je ne voulais plus jamais lui parler. J'ai bloqué le numéro. Pas par colère. La colère avait été utile pendant un temps, puis elle avait terminé son travail, comme un outil. Ce qui restait n'était ni de la colère ni du pardon. C'était simplement de la distance, mesurée et permanente. Le genre de distance qu'une personne construit lorsqu'elle comprend que certaines structures ne valent pas la peine d'être réparées. Une institutrice à la retraite nommée Dorothée, qui vit 3 maisons plus loin, m'a invité pour le déjeuner de la Toussaint en novembre, et j'y suis allé, j'ai mangé et j'ai regardé ces petits-enfants courir dans le jardin dans la dernière lumière chaude de la saison. Et j'ai pensé à quel point il était étrange de se sentir aussi serein. Le paiement final du mandataire est arrivé en décembre. 312 €. J'ai fait un chèque de 350 € à l'association France Alzheimer au nom d'Hélène et je l'ai posté. Le 4 décembre, exactement un an après m'être tenu dans la buanderie à écouter mon fils au téléphone, j'ai parcouru les limites de ma propriété au coucher du soleil, un demi-hectare de calcaire et de cèdre et de vieux piquets de clôture, rien de spectaculaire, mais tout à moi. J'avais planté 4 pommiers à l'automne que la fille de Sandra m'avait aidé à choisir dans une pépinière. C'étaient des bâtons dans le sol maintenant, nus et patients, retenant le froid dans leurs fines branches. Un ingénieur comprend que les structures les plus importantes sont celles que l'on construit après que la démolition est terminée. Les fondations dégagées, le sol nivelé, les matériaux que l'on a choisis soi-même. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai allumé le poêle à bois, j'ai fait du thé, je me suis assis à la table de la cuisine où la petite étagère soutenait le pichet d'Hélène et où la lueur du feu jetait des angles chauds sur les murs d'une maison où personne ne complotait contre moi. Où personne ne calculait ce que je valais, où le silence n'était pas une absence mais une chose en soi, quelque chose pour lequel j'avais travaillé, que j'avais mérité et construit de mes propres mains sur un sol que personne ne me reprendrait plus jamais.